et à tous, Madame Bécor. S'il vous plaît, violent, dans ma casquette. Je vous tiens à l'œil. Alors, nous souhaitons la bienvenue à notre auteur, Madame Yamina Miri Aïda et son éditrice, Madame Samira Bendris, qui représente les éditions Al-Ibris. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Yamina Miri Aïda qui, en plus d'être écrivaine, est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en spécialité forestière, option protection de la nature et gestion des parcs nationaux, obtenu à l'Institut national d'agronomie d'Alger. Mais aussi, elle a un magistère portant sur les zones humides. Madame Miri Aïda Malek vient nous présenter son livre intitulé « 6 jours sur le plateau du Tassili nageur », qui a été inspiré, je pense, par un voyage initiatique dans la région de Djabet. Et je pense qu'elle vous parlera beaucoup mieux que moi dans un moment. Alors, une grande dédicace sera organisée en fin de conférence. Nous serons accompagnés pendant toute la durée de l'événement par notre ami musicien Tomaso. Merci beaucoup. Nous avons aussi la chance d'avoir une exposition photo dans la même thématique, qui est Djabet, dont la féerie prend fin aujourd'hui. Et pour cette journée de finissage, l'artiste Ahmed Dekar organise une tombola pour vous offrir quelques cadeaux en fin de journée. Voilà. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour à tous, merci d'abord pour dire à madame qui a dit avant, est-ce que vous avez pris le ticket de qui peut prendre le ticket si vous voulez participer. En tout cas, je vous remercie infiniment déjà à la Fondation Aslan de nous ouvrir leur espace. Ce n'est pas évident d'avoir un espace où on peut échanger, on peut se rencontrer. Donc je la remercie pour cet espace, je lui souhaite bon courage et bonne continuation. Je la remercie d'autant plus qu'elle me donne l'occasion non seulement de partir, de parler de publication, donc des éditions Al-Ibris que je dirige, en plus de me faire encore revoir mon ami et auteur, parce qu'on ne s'est pas vu depuis un moment et c'est dommage. Justement, le temps nous prend tellement et les occupations prennent, je pense que vous en connaissez un bout. Donc je le remercie aussi et en plus ça nous donne aussi l'occasion de se revoir et de discuter aussi de ce magnifique séjour qu'on avait passé ensemble, parce qu'il faut savoir que dans ce parcours de ce petit séjour de 6 jours à Djabet, on faisait partie de la même escapade, du même groupe qui était parti dans le but de découvrir une planète qu'on va vous faire découvrir aussi, et peut-être vous donner aussi, c'est ça le but je pense, même à travers les photos, c'est de partir et de découvrir à vous-même. Parce qu'on a beau essayer de décrire, il n'y a pas mieux que de le vivre, c'est ce qu'on nous dit souvent. Donc voilà, donc ce petit séjour, on a voulu aussi non seulement le décrire, donc c'est ce qu'elle a fait Yamina, mais aussi le partager et le donner à lire, et c'est ce qu'elle va vous dire à travers, parce qu'en fait, avant d'avoir l'idée de publier, parce qu'on est toujours, vous savez que l'éditeur il donne à lire des textes qui sont écrits par des auteurs, donc donner de la visibilité à des écrits, mais aussi l'idée n'était pas forcément au départ, c'est ce que je pense qu'elle va nous dire, mais comme elle prenait tout le temps des notes, et Yamina va vous dire qu'elle est vraiment elle est dans la minutie de tous les détails. Donc à chaque fois, tout au long du parcours, elle prenait des notes, elle avait toujours son calepin et son stylo, et elle prenait des notes, elle notait tout, et les décors, et les vues, et les personnages, et les vécus. Donc c'est à partir de ces petites inscriptions, des petites notes, que l'idée est venue justement d'en faire ce petit livre qui raconte le parcours, mais aussi qui nous donne à découvrir. Donc elle va nous parler justement de cette jeunesse, de comment est venue l'idée de ce livre, et qu'est-ce qu'il a attiré ou qu'est-ce qu'il a suscité la naissance de ce livre. Merci. Et je pense qu'elle va vous dire aussi un petit parcours professionnel, parce que vous allez vous rendre compte que le parcours professionnel aussi a, je pense, une influence sur votre livre. Merci Samira, merci la Fondation Assa de nous accueillir aujourd'hui. Franchement, ça fait plaisir. Merci à vous. Ça fait plaisir de voir autant de personnes se déplacer et assister à un tel événement. Parce que c'est un événement, c'est toujours un événement. Et on en a de plus en plus besoin. Et on en a de plus en plus besoin, effectivement. Donc là, merci à notre artiste aussi et à notre deuxième artiste aussi. Franchement, qui nous. Oui. Donc voilà, je vais me présenter un petit peu. Je suis ingénieure agronome de formation, forestière de spécialité.
j'ai fait un magistère sur les zones humides d'importance internationale. Vous allez vous dire, zones humides, désert, ça, c'est bizarre. Mais non, en fait, tout se rejoint. Tout se rejoint. Et donc, j'ai un petit peu la botanique dans le sang et le terrain dans le sang aussi. Parce qu'à mon époque, quand on faisait ces études-là, on avait des déplacements importants et on a fait pratiquement toute l'Algérie. J'ai fait pratiquement toute l'Algérie dans le cadre de mes études. Et quand on se déplaçait, le département de foresterie est celui qui organisait le plus de déplacements, c'était une semaine. On prenait une région et pendant une semaine, on marchait, on était avec nos profs, bien sûr, on était encadrés. Et c'est de là que m'est venu le fameux petit carnet stylo et crayon, parce que ça, tout de suite, pour qu'on prenait l'habitude de noter ce qu'on voit. Bon, là, j'ai été au-delà parce que j'ai noté ce que je voyais, mais je notais aussi des anecdotes, des sentiments, des choses que j'ai ressenties sur le moment avec le groupe dans cette extraordinaire aventure. Donc, vous l'aurez compris, ce petit livre, qui est un récit, si vous voulez, est né de cette expérience de 6 jours sur le plateau. Qui est, en fait, dire le plateau du Tassili, c'est un pléonasme, parce que plateau, Tassili veut dire plateau en arabe. Dans la langue tatouelle, Tassili, qui veut dire Tassili, ça veut dire qu'il est allé faire un plateau. Donc c'est un petit peu un pléonasme, mais j'avais pas trop le choix. C'est pas très connu, donc on a été obligé de choisir ce titre d'un domaine. Donc voilà, ce livre est né de cette expérience et je n'avais aucune intention d'écrire ce livre avant d'aller faire le plateau. Ça va vous sembler bizarre, mais c'est la vérité. Et ça va un peu en témoigner, parce qu'au retour, quand on vit ce genre d'expérience, au retour dans nos vies quotidiennes, en fait, on a du mal à atterrir. On laisse une petite partie de notre âme là où on était. Et de surcroît, quand il s'agit de désert, j'ai l'impression que c'est vraiment prenant. Et particulièrement le plateau. Le plateau, vraiment, on vit hors du temps. Et on a eu cette chance, pendant 6 jours, de ne croiser personne. On a vécu en autarcie pendant 6 jours. On n'a même pas croisé les quelques familles nomades qui vivent encore sur le plateau. On n'a croisé personne. Donc vraiment, c'était une expérience unique. Et quand on est rentré, je vous disais, on avait du mal à reprendre remettre les pieds sur terre. Remettre les pieds sur terre, on a laissé le Je pense que madame qui est là, c'est ce qu'elle me disait tout à l'heure, parce qu'elle vient de voilà, on rentre de Danette. Oui. Elle m'a dit, c'est encore. C'était en quelle année? Celui-là, c'était janvier 2019. La visite. Janvier 2019. D'accord. Et là, j'en reviens. Il y a une semaine. Je l'ai refait. Il faut savoir aussi que quand on rencontre le virus de Danette, c'est une vivre ensemble sur là. C'est à vie. On va bien pratiquer chaque année. Donc, on rentre. Et puis, on avait créé un groupe où on s'échangeait des petites nouvelles. Et là, Samira et d'autres amis me disent, toi qui as pris des notes, s'il te plaît, envoie-nous l'itinéraire, au moins l'itinéraire, les noms des lieux qu'on a vus, avec les dates. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, je vais chercher mon petit carnet de terrain. Et là, je prends une feuille, je me suis dit, bon, je vais leur mettre les dates et les lieux, les noms. Et là, je me rends compte, je n'avais pas envie, en fait, de leur donner que des noms de lieux et des dates. Je me suis dit, j'ai de la matière, je vais leur rajouter quelque chose. Je vais leur dire, à tel endroit, rappelez-vous, on a vu telle fresque. À tel endroit, rappelez-vous, telle personne est tombée. À tel endroit, et c'est venu de fil en aiguille. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'avais de la matière. Que vraiment, j'avais de la matière et que j'avais envie de le faire. Vraiment, le silo, il y a des moments où j'avais l'impression qu'il allait plus vite que moi. Surtout de le partager, j'imagine. Et de le partager, voilà. Il y avait aussi cette volonté de partager. En fait, j'aime partager. J'aime partager mes passions, j'aime partager ce que j'aime. J'aime bien drainer les gens dans ce que j'aime, dans mes passions. Surtout quand on voit du beau, on a envie de partager ce beau aussi, de donner à voir aussi à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette occasion. C'est ça. Donc, c'est comme ça que ce livre, ce petit livre est né. Et bien sûr, après, j'ai quand même étoffé, j'ai fait des recherches, mais il faut dire quand même que ce séjour-là, de janvier 2019, c'était pas le premier.
ça faisait déjà 10 ans que j'allais au Tassili. Sauf que ça faisait 10 ans que ça germait dans ma tête et qu'on m'en parlait. Alors, bien sûr, maintenant j'ai une deuxième famille là-bas, parce que maintenant ça fait 17 ans. Et à chaque fois que j'allais, ils me disaient: ah, la prochaine fois, il faut que tu fasses le plateau. Ah, la prochaine fois, il faut que ce soit le plateau. Donc, je vais faire le plateau d'ailleurs. Donc, j'ai eu pas mal d'histoires. On racontait des histoires, on racontait l'expédition dans l'Ilote, on racontait l'accompagnement de Djibril Merko, on va parler de tout ça, du guide qu'il avait eu. Et je me suis mise à lire, à beaucoup lire aussi autour du sujet. Et j'ai eu la chance aussi de rencontrer des gens, des spécialistes, des préhistoriennes et des archéologues. J'ai eu cette chance de les croiser aussi là. Je surveillais un peu les bandes de classe. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux et d'enrichir un peu mes connaissances. Et comme j'y allais à chaque fois, donc du coup, voilà. C'est un peu comme ça que cette passion est née et que j'ai enrichi aussi en parallèle, j'ai enrichi mes connaissances par rapport à cette passion. Voilà un petit peu, je vous ai raconté la naissance de ce récit. Finalement, c'est une maladie incurable. Oui, on peut dire. Je n'appellerai pas ça une maladie, mais pas une maladie. C'est une bonne maladie. C'est une maladie contagieuse. Et elle est contagieuse, effectivement. Quand je fais partager ces séjours, les personnes reviennent encore et encore. Bon, il faut dire que la région du Tassili Nadjer, c'est une région très particulière. Alors, si je vous dis 15 000, c'est un chiffre, c'est beaucoup 15 000. Si je vous dis 15 000, vous allez comprendre pourquoi je vous dis 15 000. Seulement dans la région du Tassili Nadjer, donc la région de la wilaya de Djanet, il y a plus de 15 000 peintures et gravures rupestres répertoriées. Par rapport au total qu'on peut répertorier dans le monde, il y en a plus au Tassili Nadjer. Donc c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. C'est pour cela d'ailleurs que le parc national du Tassili a été créé en 1972. Il a été créé en 1972 pour deux raisons majeures. La première, c'était pour protéger le cyprès du Tassili, le cyprès de Duprez. C'est un arbre endémique, c'est une relique, qui n'existe que sur le plateau. Il n'y a que là que vous pouvez voir cet arbre. Il a été créé pour ça. Et de deux, il a été créé pour protéger au départ les peintures du plateau, particulièrement. Ensuite, en 82, les frontières se sont bien élargies et l'UNESCO lui a donné le statut patrimoine mondial de l'humanité. Maintenant, le Tassili est patrimoine mondial. Je termine maintenant. D'accord. C'est Rama? Non, c'est autre chose. Donc, depuis 1982, il est patrimoine mondial de l'humanité. Depuis, il n'est plus parc national, mais on lui a donné un statut supérieur. Il est devenu parc culturel. C'est-à-dire qu'on lui a associé toute la culture actuelle. Tout est pris en charge dans cette protection et cette préservation. Même la culture, les parcs culturels, il y a un statut supérieur. Il y a deux parcs culturels en Algérie. Il y a celui de l'Araga, qui est parc culturel, c'est parc culturel de l'Araga, et le parc culturel du Tassili. Tous les autres parcs sont parcs nationaux. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et depuis 2001, il y a une région qui a un statut particulier aussi, c'est la région d'Eglir, qui est classée parmi les zones humides d'importance internationale aussi. Donc c'est vraiment un parc qui a un statut de protection et de préservation qui est très très important. Très important, c'est exceptionnel. On pourra en reparler, mais je préfère ouvrir le débat. Moi je voudrais savoir aussi, est-ce qu'on est conscient de l'importance de ce qu'on a comme richesse et comme patrimoine? Est-ce qu'on en prend conscience? Est-ce qu'on le préserve? Est-ce qu'on fait ce qu'il faut pour le protéger? Parce que nous, on a remarqué certaines choses. Je pense qu'avec les années, il y a eu des détériorations. Tu as parlé de l'hôte, on parle aussi de passage de l'hôte et de plein de choses qui se sont faites, parfois en cachette et parfois pas. Est-ce qu'on est conscient de l'importance de ce qu'on a comme richesse en fait?
question, mais je dirais quand même qu'avec le recul, et quand même 17 ans que j'y vais, il n'y a pas grand-chose qui est fait. On ne va pas dire. Franchement, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Imaginez que quand vous allez dans le parc culturel de Tassili, à aucun moment, vous avez un panneau qui vous dit juste bienvenue dans le parc culturel du Tassili et qui vous donne au moins ce qu'on appelle nous les forestiers, on appelle ça la charte des aires protégées, c'est-à-dire ne pas déranger la faune, ne pas arracher les plantes, ne pas abîmer les peintures, ne pas les mouiller, ne pas. À aucun moment, Samira peut en témoigner, à aucun moment il y a de panneau de signalisation qui vous donne un peu cette façon de vous comporter dans cette aire protégée exceptionnelle. Vous avez juste à l'entrée de la Tabarat un petit truc construit qui vous dit, je ne sais pas quoi, bienvenue à la Tabarat. Vous avez un tout petit panneau aussi à Tintaret où ils vous disent Tintaret. C'est tout. C'est dramatique. Je veux dire, c'est vraiment. Et je voudrais juste finir. Samira me disait, est-ce qu'on a conscience de ce patrimoine? Malheureusement, je crois que je vais dire non. J'ai dit, je ne sais pas trop, mais je crois que je vais dire non. Là, je reviens du plateau, il y a une semaine seulement. Et du coup, ça faisait 5 ans par rapport à ce livre, déjà. Le temps passe vite. Et je sais qu'on a fait des concerts, qu'on a fait des repas, qu'on a essayé d'attirer l'attention, de mettre aux concernés. Les ordures que j'ai vues à Safar et à Jabal, vous ne pouvez même pas imaginer. Par rapport à la fois où on était partis, tu ne peux pas imaginer. Alors pour imaginer, on a descendu 4 grands sacs de poubelle. Comme on monte avec les ânes, on va revenir sur cette expérience, parce qu'on fait tout à pied dans ce périple. Donc c'est les ânes qui portent nos sacs, etc., les vivres, l'eau. Et donc du coup au retour, il y a des ânes qui sont vides, parce que les vivres ont été consommés, etc. On a pu descendre 4 grands sacs, poubelles, énormes, pleins de tout. Pourquoi? Parce que depuis le Covid, c'est une destination qui est devenue à la mode. Moi, je vais dire, elle est devenue à la mode. et c'est malheureux parce que j'avais des tutelles. Je vais vous dire sur quelle tutelle elle est. Et du coup, ce qui s'est passé, parce que j'ai discuté avec les guides, les toiles qui étaient avec nous, je voulais savoir pourquoi c'était aussi sale. Ils m'ont dit, maintenant les gens montent dans la journée. Ils montent par là, la Arba Jabaran, ils montent, ils passent la journée, ils pique-niquent et ils redescendent. Ils font juste un petit tour. Malheureusement, c'est bien de découvrir, c'est bien. Les touristes, beaucoup de touristes. Du coup, on retrouve toutes les ordures qu'ils laissent. On a retrouvé le papier aluminium qui a été offert chez Awa, etc. Alors l'aluminium, c'est alors le papier aluminium, lingettes. J'ai jamais vu autant de lingettes que cette fois. Les gens, j'ai l'impression qu'ils pensent que par magie, leur lingette va disparaître. Je m'excuse de donner ce détail, mais il est de taille. Il y a des lingettes partout. Et en plus, c'est des résineux, il y a des piquants, donc ça s'accroche et ça reste là. Il ne pleut pas, c'est ça. Par contre, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les touristes n'ont pas le droit de monter sans un guide. Mais c'est pas normal que le guide laisse faire aussi. Parce que les guides le rôle de ces guides. C'est ça. La question qui se pose, c'est ça en fait. Déjà, nous, on Déjà, mais si on devrait on est parti, on ramène avec nous. Oui, écoutez, là, on ne fait même pas ici. Vous voyez partir dans les autres. Tout le monde n'est pas dans cette logique, madame. Si tout le monde était dans cette logique, ce serait magnifique. Moi, je ne donnerais pas ce problème. Avoir quelqu'un au-dessus de la tête pour vous dire que si c'est pas grave, en fait. Alors, je vais répondre à Samira. Les guides qui sont là, ils ont la Je vais répondre à Samira. Excusez-moi, je vais juste. Excusez-moi. Après, on va ouvrir le débat sinon je vais perdre le fil. Je réponds à Samira qui souligne quelque chose de très important, l'accompagnement du guide. Alors, je vais vous dire quelque chose. Il y a une dizaine d'années, à peu près, quand on allait à Janet, le guide et les chauffeurs, quand ils sortaient de l'agence de voyage, parce qu'à Janet, dans la région du Tassili, du Regard aussi, c'est la même chose, on n'a pas le droit d'aller dans le désert sans guide et sans autorisation du parc et de la gendarmerie. Ça, c'est un message que vous êtes à l'extérieur.
C'est une sécurité. Hein. Alors, le guide, quand il quittait l'agence avec un certain nombre de boîtes de conserve. Le chef d'agence, le directeur d'agence, il les comptait. Il les comptait. Et quand il revenait de circuit, il était tenu de ramener le nombre de boîtes de conserve vides. Ce qui ne se fait plus. Ça ne se fait plus. D'accord, il y a une évolution, c'est une régression. Je pense que là, je ne vais pas faire plus de commentaires, j'ai répondu à la question. Même si se faisait, ne se fait plus. Alors, le plastique, je vous en parle pas. C'est fermé. Pardon? C'est fermé. C'est fermé. C'est militaire. C'est pas fermé. J'en reviens. Non, c'est pas fermé. Par contre, j'ai envie de revenir aussi par rapport à ce qui vient comme peinture européenne. Donc j'ai envie aussi qu'on parle de ça, parce qu'il y a beaucoup de belles choses à côté de nous. Et les tableaux du peintre et les peintures qui viennent là-bas, est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce qu'on doit garder? Non. Alors, elles ne sont pas protégées. Je disais, il n'y a même pas de panneau de signalisation qui vous dit, c'est rien en plus, c'est rien, qui vous dit, vous êtes devant la fresque de Tanzumetek, vous êtes devant la fresque de Imitinen, vous êtes... Je veux dire, c'est pas grand-chose. On se passe Le guide ne le dit pas. Si, Parce que le groupe est censé donner le guide. c'est obligatoire. Alors, s'il n'y a pas un équilibre, c'est le guide qui doit dire l'endroit. Oui, l'écriteau, il est important. Oui, c'est sûr. Il est important dans la mesure où il ne va pas vous dire uniquement vous êtes devant la fresque Tanzumetek. Il va vous dire vous êtes devant la fresque Tanzumetek